De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Jean-Baptiste Andréani. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'IFA Paris. L'IFA qui est l'école internationale de mode, une école connue, une école reconnue et qui a mené une étude inédite pour savoir quelles sont les habitudes de consommation de la mode, de vision de la mode, de regard sur la mode par ce qu'on appelle la génération Z. Décrypter les habitudes de consommation. Pourquoi avoir voulu faire cette enquête? On a fait ça parce que c'était dans le cadre d'un salon qui s'appelle Avantex. Donc Avantex est un salon professionnel qui se focalise sur les textiles, l'innovation textile en particulier, et surtout la durabilité. On est partenaire de ce salon depuis maintenant 3 ou 4 ans. Et donc on collabore fréquemment avec eux sur des tables rondes, des événements. Et là, ils nous ont demandé de faire cette étude auprès de nos étudiants qui était très intéressante en termes de résultats. Alors, quelle est la première chose qui vous a frappé lorsque vous avez fait cette étude et que vous avez eu les résultats? J'avais toujours un doute par rapport à la génération Z, parce que je me disais, est-ce qu'ils sont vraiment si durables que ça? Parce qu'on dit toujours que c'est... Durable, si engagé, en fait. Si engagé sur le côté écologique, environnemental, c'est ça? Tout à fait, parce qu'on dit toujours que c'est une génération connectée et qu'ils font très attention à l'environnement. Et bon, moi, j'avais quand même des petits doutes en tant que génération X. Voilà. Donc ça a été confirmé, effectivement, qu'ils sont véritablement engagés. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait imaginer, s'orienter, parce qu'on le voit avec beaucoup de marques, vers une mode qui serait une mode ce qu'on appelle joliment du vintage, mais en fait, cette mode qui est donc de la réutilisation de vêtements donc déjà portés, en fait, pour le dire autrement. Oui, parce qu'en plus, donc on a eu 146 réponses sur notre population étudiante. Plus du tiers dit faire ses achats dans des magasins vintage ou alors des sites de seconde main. Donc ce qui est quand même conséquent. Oui, donc c'est à la fois une question budgétaire, on l'imagine, parce qu'on ne peut pas dire qu'on soit dans une période très prospère en ce moment. Donc forcément, ça doit jouer aussi pour cette génération-là. Mais aussi, c'est avant tout, et c'est ce que relève l'étude, d'après ce que j'ai lu, vraiment une question d'engagement, d'éthique en fait. Oui, tout à fait. Et ça se retranscrit aussi dans d'autres questions et d'autres résultats. Par exemple, la durée de vie, entre guillemets, des produits qu'ils achètent. Il y a 80% d'entre eux qui disent garder des vêtements pendant 3 ans et plus. Donc, ce qui est quand même assez inhabituel pour la génération Z, puisque ils sont toujours au fait des dernières tendances, ils veulent toujours être à la mode. Donc ça me paraissait très intéressant. Et puis aussi, il y avait une question où on leur demandait de nous donner des exemples de marques qui, à leurs yeux, paraissent engagées. Alors, je ne sais pas si je peux vous pouvez en citer plus de 3. S'il y en a plus de 3, ça marche. C'est parfait. Donc, il y avait Veja. Il y avait tout à fait. Il y avait Marine Serre, Patagonia, Stella McCartney. Donc pour nous, c'est quand même très intéressant parce que c'est des marques qui ont toujours été très transparentes sur leur stratégie en termes de durabilité, on va dire, de réduction d'impact. Et ce qui veut dire que finalement, ces marques ont une communication qui est vue comme étant vraiment honnête auprès de cette génération, parce qu'on parle beaucoup de greenwashing et de marques qui ont un petit peu des effets d'annonce, et là on voit que vraiment ça fonctionne. Et peut-être que pour ceux qui nous regardent, on peut réexpliquer à quel point être durable c'est engageant à la fois en termes des matières utilisées, mais la manière dont c'est fabriqué, des voyages qui sont faits, il y a beaucoup de choses sur l'impact. Il y a énormément de choses, parce que c'est vrai qu'on parle souvent d'optimisation des ressources environnementales. Donc on a tendance à calculer ce qu'on appelle le carbon footprint, l'empreinte carbone d'un produit. Mais il n'y a pas que ça. Parce que quand on parle de durabilité, on parle aussi des notions de diversité, d'inclusivité, de communauté. Et ce qui est par exemple aussi ressorti dans l'étude est que nos étudiants font énormément attention au respect des travailleurs. Donc pour eux, une marque qui est durable et qui est engagée, c'est forcément une marque qui a un comportement éthique et qui traite bien ses travailleurs. Alors, on sait qu'on peut être éthique et traiter bien ses travailleurs tout en faisant des prix raisonnables, mais malheureusement, souvent, ça a un coût, forcément, qui est répercuté sur ces marques-là. Est-ce qu'ils sont prêts, avec l'honnêteté qu'on leur prête, est-ce qu'ils sont prêts aussi à payer un peu plus, du coup ?
Je dirais pas pour l'instant. Et c'est pour ça qu'ils sont très honnêtes, parce que l'une des barrières, apparemment d'après l'étude, qui ne leur permet pas d'être entièrement durables et d'avoir accès à ces marques qu'ils admirent ou qu'ils considèrent très engagées, est justement le budget. Voilà. Je pense qu'au-delà du budget, il y a aussi une notion de désirabilité. Dont on ne parle pas trop souvent finalement. Et il y a toujours un petit peu cette tension en fait entre une marque qui est durable et qui finalement n'est pas considérée comme désirable et puis une marque qui est plutôt tendance et qui est relayée sur les réseaux sociaux et une marque avec des produits qui finalement sont peu chers et abordables. Donc il y a cette tension finalement au niveau du processus de consommation, en particulier pour nos étudiants. Et quand je vous dis qu'ils ne sont pas prêts, c'est pas qu'ils ne sont pas assez mûrs pour faire ce choix, mais peut-être qu'ils ne sont pas assez loin dans leur carrière pour avoir le pouvoir d'achat suffisant qui leur permettrait de dire, ben voilà, moi je vais être entièrement durable et je vais consacrer mon pouvoir d'achat à ces marques en particulier. Lorsqu'on parle de mode, évidemment, il y a tous les prix, toutes les possibilités. Bon, vous venez de citer plusieurs marques très connues. Si je retiens juste, par exemple, c'est la McCartney ou Veja. C'est vrai que ce sont déjà des prix qui sont oui, tout à fait. assez conséquents. Peut-être que les jeunes n'ont pas forcément accès. Si on revient à des prix peut-être un peu plus bas sur des vêtements du quotidien, si je puis dire, est-ce que, pareil, on est vraiment sur le déclin de la fast fashion ou est-ce qu'on a encore, malheureusement, un peu là-dedans? Je dis malheureusement, je m'engage en le disant, mais voilà. Ben c'est un peu d'actualité aujourd'hui, puisqu'il y avait beaucoup de news aujourd'hui concernant une marque d'hyper fast fashion chinoise. Voilà. Je pense que vous avez tous compris. Marc, on a déjà dit 3 marques, on peut le dire. Ça y est. Shine. Voilà. Voilà. Je ne pense pas qu'on est à la fin de la fast fashion. Et puis, dernièrement, justement, je faisais une table ronde à Who's Next, qui est un autre salon aussi, prêt à porter. Et je trouve qu'on a vraiment tendance à réduire la fast fashion à ces quelques marques en oubliant qu'il y a aussi des marques de luxe qui ont des pratiques qui ne sont pas du tout durables. Je vous donne un exemple. Il me semble que c'était en novembre dernier quand on a découvert les sweatshops de luxe en Italie. Donc deux marques très connues, une française, une italienne, Dior et Armani. Et donc la police italienne, la police des douanes est allée faire une inspection. Et donc les personnes qui travaillaient dans ce sweatshop pour marque de luxe étaient principalement des personnes qui venaient d'Asie, qui étaient là de manière non officielle. Donc illégale, traitée pas forcément de la bonne manière. Tout à fait. Avec des horaires qui n'étaient pas respectés. Absolument. Dans des conditions compliquées aussi. Tout ça, on le sait ou pas? C'est une enquête réelle ou c'est une supputation? Ah non, tout ça, on le sait. Il y a eu des articles là-dessus et qui donc produisaient des sacs pour Dior à un coût de 56 €, alors que ces sacs sont vendus à plus de 4 000 €. Donc, si vous voulez, si on dit... ce ne sont pas des copies, ce ne sont pas des copieurs. Non, ce ne sont pas du tout des copies. C'est vraiment de la marque Dior. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon, ça, on est dans l'ultra luxe, effectivement, et ça touche malheureusement ou heureusement peu la génération Z, qui quand même est une génération assez jeune, qui n'a pas forcément ce pouvoir d'achat-là. Mais en tout cas, ils ont effectivement des aspirations sur ces marques de luxe. On voit bien. Les réseaux sociaux jouent beaucoup sur la mode, et tant mieux d'ailleurs, parce que ça fait partie aussi de la culture. La mode, il faut aussi le rappeler, parce que pour certains, souvent, on le détache, et non, ça fait partie de la culture. Et il ne serait que dire Coco Chanel ou Yves Saint Laurent, et déjà, ça parle. Un petit mot sur la quantité versus la qualité. Peut-être qu'on est aussi dans une génération qui a besoin peut-être de se défaire de ce côté j'ai 25 sweatshirts justement et je préférais privilégier le côté engagé. Oui, ça ressort d'ailleurs dans l'étude, la qualité étant je dirais la composante principale dans les achats de cette nouvelle génération. Et après, voilà, je vous parlais de tension tout à l'heure pour expliquer le terme de durabilité. Mais là, c'est un petit peu la même chose, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, on dit aux consommateurs,
consommer moins, consommer mieux, mais de l'autre côté, on a une industrie ou une filière qui est vraiment basée sur le volume de production, puisque plus on produit, plus on augmente notre chiffre d'affaires, et plus on augmente notre chiffre d'affaires, plus on a de chances de bien rémunérer les actionnaires à la fin. Donc là aussi, il faut qu'il y ait un équilibre qui se mette en place et il faut qu'on choisisse finalement. On est au carrefour des pensées, c'est-à-dire que d'un côté, on continue de consommer Shein à mort et c'est la marque préférée des jeunes, et de l'autre côté, on a une aspiration pour effectivement l'engagement, le développement durable, pour des marques de qualité, et pour aussi des compositions de qualité, c'est-à-dire pour privilégier effectivement le coton, pour privilégier certaines matières, bien sûr. Oui, tout à fait, des matières out. Alors si c'est du synthétique recyclé, pourquoi pas. Après maintenant il y a du cuir qu'on fait pousser dans des laboratoires en utilisant des techniques de splicing ADN. Donc il y a vraiment énormément d'alternatives. Mais voilà, effectivement, il faut que les marques se mettent à les utiliser. Et en fait, j'ai l'impression que pendant une période de crise, finalement, avant, quand on avait une période de crise, on savait que les premiers budgets qui étaient coupés en général étaient les budgets marketing. Maintenant, j'ai un petit peu l'impression que les premiers budgets qui sont coupés finalement sont les budgets RSE de ces marques. Comme quoi. Merci beaucoup d'être venu nous parler, Jean-Baptiste Andréani, et bien à la fois de l'IFA, l'École internationale de mode, qui est à Paris, et aussi d'Aventex et de cette collaboration que vous avez fait avec ce salon. Merci mille fois. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP.